Quel rapport entre Homo erectus, une espèce d'hominidé de la préhistoire, et Thymus vulgaris, une plante aromatique typique de la Provence? À première vue, pas grand-chose, si ce n'est que leur nom semble construit de la même façon, en associant deux mots latins. Et c'est ce qui se cache derrière cette façon de nommer les plantes, et plus généralement le vivant, que nous allons chercher à comprendre aujourd'hui. Si on ne veut pas se tromper de plante quand on pratique la phytoaromathérapie, il est préférable de comprendre ce système de nommage qui découle de la volonté des scientifiques de nommer et classer le vivant. C'est à la systématique, qui est une branche des sciences naturelles, que revient ce dur labeur, et définir ce qui est vivant ou pas n'est pas une mince affaire. Si la définition du vivant vous intéresse, je vous recommande la chaîne Science Étonnante qui traite du sujet en 2 vidéos. Mais revenons à notre nom latin qu'on appelle nom binomial ou nom binominal, puisqu'il est composé d'un binôme de mots. Le gros avantage, c'est que ce nom est international, il est donc identique dans tous les pays. Si vous ne parlez pas la langue d'un pays, si vous dites Lavandula officinalis dans une pharmacie, on vous comprendra toujours. Mais ça permet également, quand on veut reproduire une formule à base d'huile essentielle, de s'assurer qu'on prend bien les mêmes ingrédients que ceux qui sont indiqués dans la formule. Par exemple, si vous voyez dans une formule qu'il faut utiliser de l'huile essentielle de verveine exotique, vous vous rendez dans un magasin et là, vous ne trouvez pas de verveine exotique. Vous demandez un conseil et on vous tend de la Lycée citronnée. On a beau vous dire que c'est la même chose, vous avez quand même un petit doute. Par contre, si la personne qui a écrit la formule a pris soin d'indiquer le nom latin, là, plus de problème. Vous pourrez par vous-même vous rendre compte que la Lycée citronnée du magasin et la verveine exotique de la formule ont bien le même nom latin, Lycea cubeba. Le nom latin permet donc de s'affranchir de la variété des noms communs des plantes. Et je peux vous assurer qu'une même plante peut avoir plusieurs noms communs. Mais pourquoi deux mots pour désigner une espèce végétale, animale ou même une bactérie? Si on prend comme exemple la menthe aquatique, son nom latin est Mentha aquatica. Et si vous connaissez un peu les plantes, vous savez qu'il existe plusieurs sortes de menthes. Par exemple, la menthe des champs, Mentha arvensis, ou la menthe verte, Mentha spicata, et évidemment bien d'autres menthes. On remarque tout de suite que le premier mot mentha est commun à toutes les menthes, et qu'on ne distingue les espèces de menthe qu'à partir du deuxième mot. Donc le premier mot nous indique qu'on est dans le genre de menthe, et le deuxième nous précise quelle espèce de menthe. Et puisque je parle d'espèces, prenons 2 minutes pour définir ce concept. Tout comme il est difficile de définir ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas, la notion d'espèce a également des contours assez flous. Mais à notre niveau, on retiendra juste qu'une espèce est composée d'individus qui se ressemblent, qui sont interféconds et dont la descendance est viable, fertile et bien évidemment ressemble aux parents. Si le pollen d'une menthe aquatique féconde les fleurs d'une autre menthe aquatique, les graines donneront sans surprise une menthe aquatique en tout point semblable aux parents. Alors que si le pollen d'une menthe aquatique féconde une fleur de menthe verte, la descendance ne ressemblera ni à la menthe aquatique, ni à la menthe verte. Menthe verte et menthe aquatique ne peuvent donc pas être considérées comme une même espèce, même si elles semblent très proches. On peut donc créer un ensemble qui contient toutes les menthes, qu'on peut aussi représenter sous forme hiérarchique. Et comme toute hiérarchie qui se respecte, chaque niveau de la hiérarchie porte un nom. Tout en bas, on a ce qu'on appelle l'épithète spécifique, qu'on appelle aussi l'espèce. Et juste au-dessus, le nom générique, qu'on appelle aussi le genre. Et pour nommer une espèce de manière non équivoque, on cite toujours le nom de genre, suivi du nom d'espèce dans le genre. Les deux mots forment un binôme indissociable malgré leurs différents niveaux hiérarchiques. C'est ce qu'on appelle le nom d'espèce binomial ou binominal, ou encore binôme linéen en hommage au naturaliste suédois Carl von Linné qui a popularisé cette méthode. Si maintenant on fait le même exercice non plus sur les menthes mais sur les lamiers, là on aura comme nom de genre lamium. Et dans ce genre, on va trouver plusieurs espèces. Le lamier blanc, Lamium album, le lamier pourpre, Lamium purpurea, dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs, le lamier tacheté, Lamium maculatum, et bien d'autres espèces évidemment. Et si on regarde le genre Mentha et le genre Lamium, on va quand même remarquer qu'ils ont beaucoup de points communs. Leurs fleurs sont labiées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à une gueule ouverte. Les tiges sont carrées, les feuilles sont disposées de la même façon, c'est-à-dire opposées et décussées, et en plus leurs fruits forment un tétrachène dans les deux cas. Ça fait beaucoup de ressemblances. On peut donc regrouper l'ensemble des menthes avec l'ensemble des lamiers dans un super ensemble, qu'on peut également représenter sous forme hiérarchique, et ce niveau hiérarchique, on l'appellera la famille. Et pour donner un nom à cette famille,
On construira ce nom à partir du genre qui est le plus représentatif des caractéristiques de cette famille. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai choisi d'illustrer mon exemple avec le genre Lamium, puisque c'est à partir du genre Lamium qu'on va donner le nom à la famille, qui sera la famille des Lamiacées. Nous voilà donc avec 3 niveaux hiérarchiques, la famille, le genre et l'espèce. Et pour la pratique de la phytoaromathérapie, ces 3 niveaux sont suffisants. Et puisque vous avez compris le principe, on va se payer le luxe de remonter tout en haut de la pyramide. Les familles qui ont des points communs, on va les regrouper ensemble pour former un ordre. Les ordres qui partagent des points communs seront regroupés en classes. Et les classes qui ont des points communs seront regroupées en embranchements. Et tous les embranchements formeront le règne. Et pour ce qui nous intéresse ici, le règne sera celui des plantes. Après le règne, il n'y a rien d'autre. Mais il existe d'autres règnes, comme le règne des animaux, dont nous faisons partie, ou celui des champignons par exemple. Si maintenant on parcourt la pyramide de haut en bas, on peut dire que le règne des végétaux se divise en embranchements, que les embranchements se divisent en classes, que les classes se divisent en ordres, les ordres se divisent en familles, les familles se divisent en genres et les genres se divisent en espèces. Et parce que les scientifiques aiment bien tout nommer, les différents niveaux de la pyramide s'appellent des taxons. Ou taxa, puisque c'est un mot latin, et on dit un taxon, des taxa. Mais taxon avec un S est aussi accepté. Maintenant que vous maîtrisez cette pyramide à 7 niveaux, je dois faire quelques petites remarques. La première, c'est que ces 7 niveaux sont les niveaux principaux, mais on peut très bien en intercaler d'autres si besoin. Mais en ce qui nous concerne, il n'est pas nécessaire de rentrer dans ce niveau de détail. La deuxième remarque, c'est que l'embranchement s'appelle aussi division. Une autre remarque est que je ne vous ai pas tout dit. Si par exemple, on prend le nom scientifique complet du millepertuis, on a ça. Hypericum perforatum L 1753 SP PL 785. Alors le genre on connaît, l'espèce on connaît, mais c'est quoi tout ce bazar derrière? En fait, c'est super facile à expliquer maintenant qu'on est OK sur la pyramide. Quand on a commencé à utiliser ce système de nommage, il n'y avait pas Internet, pas de téléphone, et les scientifiques n'avaient pas spécialement l'occasion de se rencontrer en congrès international. Forcément, ça a mis des bugs dans la matrice. Le bug le plus évident, c'est que 2 ou plusieurs botanistes ont décrit la même plante, mais l'ont nommée différemment. On se retrouve donc avec plusieurs noms scientifiques pour la même plante. Pour éviter les disputes entre scientifiques, on a donc mis en place une règle d'antériorité, c'est-à-dire que la description la plus ancienne l'emporte. Mais attention, pas la plus ancienne dans l'absolu, celle qui sera publiée en premier à partir du 1er mai 1753. Et pour ça, on a donc besoin de savoir qui a décrit la plante, en quelle année et dans quel ouvrage. Tout de suite, ça paraît plus clair, l'initiale qui suit le nom indique le botaniste qui a décrit la plante, et chaque botaniste référencé a son code. On parle du descripteur, parfois du découvreur. Mais découvreur n'est pas toujours adapté car un grand nombre de plantes ont été découvertes bien avant d'être décrites. Entre crochets, on va trouver la date de la description, l'ouvrage et la page dans laquelle cette description apparaît. Avec ça, on est capable de trancher si jamais 2 botanistes ont décrit la même plante. Et comme chaque botaniste bossait dans son coin, ça a donné des choses assez surprenantes. Par exemple, quand plusieurs botanistes décrivent des plantes différentes, mais leur donnent le même nom. Oui, c'est arrivé. Et pour que vous puissiez vous rendre compte du bazar, je vous mets en description un lien vers une page du Muséum d'Histoire Naturelle qui montre tous les botanistes qui ont baptisé une plante Festuca pratensis, et à chaque fois, ça correspondait à une plante différente. Autre cas, 2 botanistes décrivent la même plante et donnent la même combinaison de noms sans s'être concertés. C'est arrivé aussi et on donnera la priorité à celui qui a fait la description en premier. Il y a encore plus marrant quand le même botaniste décrit une plante et quelques années plus tard décrit une autre plante, mais la baptise du même nom. Oui, c'est arrivé aussi. Bref, grâce à toutes ces informations associées au nom de la plante, on arrive à retrouver nos petits et mettre un peu d'ordre quand c'est nécessaire. Et c'est souvent nécessaire, surtout depuis que la génétique s'en mêle. Initialement, ce classement a été réalisé par observation de critères physiques, comme la morphologie des fleurs. Mais maintenant qu'on est capable de lire le code génétique, on est parfois obligé de déclasser une plante pour la ranger dans une autre famille ou un autre genre. Comme l'eucalyptus citronné, qui n'est plus considéré comme un genre Eucalyptus, mais comme un genre Corymbia. Mais ça, on va le laisser aux botanistes. Ce que nous, on va garder de tout ça, c'est que lorsqu'on pratique la phytoaromathérapie, on doit toujours connaître, mais pas forcément par cœur, le nom scientifique des plantes qu'on utilise pour éviter toute confusion. Que ce soit quand on achète des plantes sèches, des huiles essentielles, de la gémothérapie,
ou de manière générale tout produit à base de plantes. Si le nom latin est présent, on pourra toujours vérifier, directement si on connaît le nom, ou chercher le nom latin dans un moteur de recherche si besoin pour voir à quoi ça correspond. Par exemple, ici j'ai une boîte de thé tibétain, et si je sais dire quelques mots en tibétain, je ne connais pas forcément le nom des plantes en tibétain. Mais ce n'est pas grave puisque sur la boîte apparaît le nom latin des plantes qu'elle contient. On a Camelliatea, bon ça c'est le thé, Syzygium aromaticum, manifestement il manque un O, c'est aromaticum et c'est le giroflier. Zingibert officinal, ça c'est le gingembre, j'ai fait une vidéo sur lui il y a peu. Cinnamomum zelanicum, ça c'est la cannelle de Ceylan. Et Eletaria cardamomum, la cardamome. Je peux donc utiliser ce thé en sachant exactement ce qu'il contient. Gardez donc toujours le réflexe de vérifier la présence du nom latin quand vous achetez un produit de phytoaromathérapie. C'est un bon réflexe qui pourra vous éviter bien des désagréments et éviter des erreurs. Nul besoin de connaître par cœur, juste savoir comment ça fonctionne et être capable de vérifier si besoin. Bien entendu, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce système de classification, mais il est inutile de détailler plus dans cette vidéo qui se veut être pratique et se limite à ce qui est nécessaire pour commencer la pratique de la phytoaromathérapie. Avant de terminer, je voudrais remercier Olivier Escudé, botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui était également mon professeur de botanique à l'École des plantes de Paris, puisque c'est à partir de ces cours que je me suis rafraîchi la mémoire pour écrire cette vidéo. Et le remercier également pour la qualité de son enseignement transmis. J'en profite pour faire un peu de pub pour un de ses ouvrages, Plantes médicinales, mode d'emploi, aux éditions Ulmer. Voilà, je suis conscient que ce n'est pas le sujet le plus sexy de la Terre, mais il était important que je le fasse car il va me servir par la suite. Je vous en dirai un peu plus une autre fois. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.